Bonjour à tous, bonjour à tous les webinautes qui sont avec nous, bonjour à nos intervenants. On se réunit aujourd'hui pour un webinaire consacré à l'accélération de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans notre région en particulier. C'est demain le 16 octobre, ce sera la 9e édition de la Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a été instituée en juin 2013 par le premier pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, avec un objectif déjà fixé à l'époque de réduction du gaspillage de 50% à horizon 2025. Où est-ce qu'on en est? Comment est-ce qu'on peut accélérer nos démarches, nos solutions collectivement pour y parvenir avec les enjeux économiques, les enjeux de transition écologique, les enjeux sociétaux, les enjeux de solidarité aussi, qui sont liés à la réduction du gaspillage alimentaire. On va présenter les intervenants rapidement. Je voudrais dire à tous les webinautes qui sont présents qu'ils sont les bienvenus pour faire passer leurs questions sur le chat, pour proposer eux-mêmes les deux leviers, les deux mesures, les deux coups d'accélérateur qu'ils pourraient donner dans leurs activités, qu'ils peuvent suggérer aussi aux intervenants, qu'ils peuvent suggérer à la communauté des acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire en région sud. Quelles sont vos deux mesures clés, vos deux coups d'accélérateur? Et puis, on recueillera dans un livre blanc à l'issue de ce webinaire l'ensemble des propositions qui auront été faites. Nous vous parlons aujourd'hui depuis la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire à Marseille, place Félix Barret, une chambre qui est particulièrement investie sur les sujets de transition écologique et dont j'ai l'honneur d'être administrateur et référent bénévole sur les sujets d'économie circulaire et de transition écologique. Les micros sont coupés pour les webinautes, hein, pour des soucis de qualité de l'enregistrement et puis de nos échanges. Et bien entendu, ils seront réouverts par Adrien Cornelissen, qui est à mes côtés, autant que de besoin pour poser des questions si le moment est opportun. Je vais partager mon écran pour présenter ce début de webinaire consacré au gaspillage alimentaire. Et vous présenter, le temps que ça se télécharge, l'ensemble des intervenants qui sont présents à ce webinaire. Téléchargement en cours. Et en attendant ce téléchargement, c'est parfait. Je vous présente en premier lieu Stéphanie Ponce, qui est directrice de la coopération agricole sud en charge de l'animation du réseau Régalim. Stéphanie, vous êtes là? Stéphanie? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Parfait. Alban Caillot, qui est responsable du réseau Les Traiteurs de France, le premier réseau national des traiteurs de France dans notre pays, 37 traiteurs, dont 4 sur la région sud. Alban, vous êtes là? Oui, pas de problème. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Noureddin Azouk, qui est parmi nous aussi, il est représentant de l'entreprise familiale boulangerie-pâtisserie du Cama à Marseille, dans le 5e arrondissement. Noureddin, micro. Bonjour, désolé, j'ai pas activé le micro. D'accord. Bonjour à tous. Noureddin. Anne-Claude Petit va nous rejoindre vers 11h20, 11h30. Elle est actuellement en visite dans un marché zéro déchet de la région sud à Avignon, je crois, dans le cadre d'une journée consacrée aux éco-innovations d'un programme cofinancé par la région et par l'Union européenne pour réduire le gaspillage et les pertes alimentaires dans notre région. Et puis Guillaume Garot, j'ai vu Guillaume Garot connecté tout à l'heure, je ne sais pas s'il est vraiment disponible pour l'instant, en tout cas, il est prévu qu'il nous rejoigne vers 11h50 midi. Guillaume Garot a été ministre de l'agroalimentaire. C'est lui qui, en France, a initié cette politique publique nouvelle de lutte contre le gaspillage alimentaire en 2012. À l'époque, j'avais créé Ecosphère depuis 6 mois. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'a proposé d'entrer dans le comité de pilotage du premier pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, dont j'ai été rapporteur de ce comité de pilotage pendant 2 ans, de 2012 à 2014. Il est aujourd'hui député de la Mayenne et aussi président du Conseil national de l'alimentation. Alors, on va cadrer le débat tous ensemble sur ces enjeux de réduction du gaspillage alimentaire à l'orée de cette journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a lieu demain et qui, en même temps, est la journée mondiale de l'alimentation. Alors, des chiffres mondiaux pour cadrer le débat avant d'aller vers notre belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Au niveau mondial, on estime que ce sont 930 millions de tonnes de nourriture qui sont gaspillées chaque année, dont 570 pratiquement au niveau des foyers, au niveau de la consommation dans nos domiciles, 244 millions au niveau de la restauration collective et commerciale, 118 millions au niveau de la distribution. On trouvera des proportions à peu près similaires en France. Et puis, c'est désormais plutôt bien connu et bien su, le gaspillage alimentaire, c'est au niveau mondial le 3e responsable de l'émission de gaz à effet de serre. Après 2 autres pays que sont les États-Unis et la Chine, ou la Chine et les États-Unis en fonction de certaines classifications. On a réalisé une infographie pour ce webinaire, Joris Tarvik à mes côtés, qui est responsable de web design d'Ecosphère, pour replacer les chiffres français. Alors, bien entendu, ces chiffres, vous le savez en tant qu'expert, vous le savez aussi en tant que militant de ces démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ces chiffres, ils sont évidemment des ordres de grandeur. Il n'y a pas de statistiques exactes, de quantification exacte du gaspillage alimentaire en France. Je suis bien placé pour le savoir, pour être sur cette scène de l'anti-gaspillage depuis quasiment 10 ans maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'éléments qui floutent les statistiques. Mais ce qui est estimé, c'est qu'en France, ce sont environ 150 kilos de produits alimentaires qui sont jetés par an et par personne, et dont un certain nombre de kilos qui sont des produits encore emballés. Alors, bien entendu, quand on dit 150 kilos, ce n'est pas chaque personne qui jette 150 kilos. C'est le volume global du gaspillage alimentaire estimé en France, toutes sources de gaspillage confondues, et rapporté au nombre d'habitants, ça donne ce chiffre-là. Mais vous savez bien que vous ne jetez pas chacun dans votre famille autant de kilos de produits à la poubelle. Pour le rapporter à des enjeux écologiques et sociétaux, c'est environ 15 millions de tonnes de CO2 qui sont émis, qui sont dus à ce gaspillage alimentaire. Un CO2 qui est émis à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, et puis évidemment à l'incinération ou à l'enfouissement des produits non consommés, si malheureusement c'est leur destin. Ça correspond environ à 15 millions d'aller-retour entre Paris et New York en avion, ces tonnes de CO2 qui sont émis. Et puis, bien entendu, il y a un enjeu éthique et de solidarité qui est très visible, très important, très sensible. Et si on rapporte le taux de 15% de la population française qui vit à la limite du seuil de pauvreté, si évidemment on compare ce taux-là avec le gaspillage alimentaire, on peut être effrayé, mais notre rôle est aussi de dire qu'il n'y a pas d'adéquation, entre tant de millions de tonnes de produits mis à la poubelle et la capacité à les orienter vers des personnes, puisqu'une partie de ces produits ne sont pas reconsommables. Et puis, il y a des problèmes de logistique, d'adéquation entre ces produits qui sont aléatoires dans leur quantité, dans leur diversité, et par exemple les besoins réels des associations de solidarité. On a des enjeux qui sont particuliers pour terminer cette infographie, qui sont ceux de l'attribution en pourcentage de la responsabilité du gaspillage. Pourquoi des enjeux particuliers? Parce qu'évidemment, c'est un enjeu pour un secteur d'activité de ne pas être classé comme le premier responsable du gaspillage alimentaire dans un pays comme le nôtre. Grosso modo, les stats, elles sont là. On est sur 32% de gaspillage alimentaire attribué à la production agricole, 21% à la transformation, 14% à la distribution, 14% à la restauration collective et commerciale et environ 19% à la consommation dans les foyers par chacun d'entre nous. Pourquoi j'insiste sur cette distribution-là? Parce que d'un côté, comme on l'a évoqué, il y a des statistiques qui ne sont pas précises et qui ne pourront jamais l'être. Et de l'autre côté, il y a ces enjeux en fait d'image et de responsabilité de RSE sur l'attribution des pourcentages de gaspillage à tel ou tel secteur. Retenons aussi qu'aucun secteur n'est homogène dans son approche de la problématique du gaspillage. En grande distribution, une enseigne ne se comporte pas comme une autre, le local ne se comporte pas forcément comme le national le souhaiterait. D'une année sur l'autre, la pondération des enjeux liés au gaspillage et aux déchets ne sont pas les mêmes dans une même enseigne, et il en est de même dans chacun des secteurs d'activité. Il n'y a aucune homogénéité dans l'approche de la problématique du gaspillage et des solutions qui sont mises en œuvre à l'intérieur d'un secteur. Peut-être que Stéphanie, pour les COP de France, nous donnera quelques éléments sur la manière dont les COP de France
ont approché et traitent cette question. Très rapidement, je voudrais resignaler que les enjeux qui sont liés au gaspillage alimentaire sont multiples. Ils sont évidemment mondiaux. Ils sont très liés à des objectifs de développement durable qui sont présentés ici. Les 11, 12, 13 et 17 au moins. Il y a des mesures qui permettent de lutter contre le gaspillage, contre le réchauffement climatique, des enjeux de consommation, de production et de distribution responsable, et des enjeux de coopération aussi. C'est l'objet de notre table ronde aujourd'hui, qui sont clés pour mettre en place des solutions et des accélérateurs pour réduire le gaspillage alimentaire. Passer très rapidement sur les autres enjeux qui sont européens, nationaux. Alors, cet objectif de 50% de réduction du gaspillage alimentaire, il est important parce que c'est une direction. Il existe depuis 2013. Donc, les bases sur lesquelles on s'appuie entre 2013 et la loi Agir contre le gaspillage alimentaire et pour l'économie circulaire, les bases de ces 50%, à partir de quoi on part, ne sont pas forcément les mêmes. Mais on est sur un objectif qui est clé de réduire le gaspillage de 50%, au niveau national comme au niveau européen. Un tout petit point pour ceux qui nous écoutent sur la législation française, qui est très active sur ces sujets. On est dans un pays qui, à la différence d'autres pays, cherche à la fois à agir sur la partie amont de la problématique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réduit le gaspillage et les volumes de biodéchets, et sur la partie aval, c'est-à-dire sur la partie revalorisation des déchets résiduels, des biodéchets, des déchets organiques, comme on les appelle. Et donc, on a une succession d'interventions du législateur depuis 2013, donc avec ce premier pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, jusqu'à la loi AGEC, la loi Agir contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, qui a étendu en fait les premières dispositions législatives de la loi Garot de 2016, c'est-à-dire interdiction de dégrader de la nourriture propre à la consommation humaine, par exemple interdit de jeter des produits à la poubelle s'ils sont encore consommables par la personne humaine, et puis une extension aussi d'obligations de démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment des obligations de diagnostic qui aujourd'hui s'imposent à la restauration collective publique et privée. Et donc, on a une succession de lois, loi de transition écologique pour une croissance verte, loi AGEC, loi EGalim, des décrets d'application qui montrent qu'en France, on a une posture de construction de cette politique publique qui est assez puissante. Et il y a un vrai intérêt dans notre pays à réduire le gaspillage. Pourquoi? Parce que les filières de revalorisation, par exemple la méthanisation, ne sont pas des filières qui sont stabilisées aujourd'hui en termes de rentabilité économique, en termes d'efficacité, qu'il n'y a pas de solution sur tous les territoires, qu'on est aussi dans une démarche sur les territoires comme la région sud de fermeture des centres d'enfouissement et d'incinération des biodéchets et des déchets en général, et que donc il faut absolument réduire en amont le gaspillage. Petit point d'analyse, si on était dans un pays comme un pays limitrophe de la France, comme l'Allemagne, où les filières de revalorisation sont rentables, l'intérêt à réduire le gaspillage en amont serait moins important. Pourquoi? Parce qu'on a des filières de revalorisation qui ont un modèle économique qui est rentable, qui créent de l'emploi, qui sont innovantes. Et donc, si on réduit les masses de biodéchets ou de déchets en général qui sont conduites vers ces filières, on met en péril des activités économiques. Ce n'est pas le cas en France, où parfois il y a des déchets du nord de la France qui partent vers la Belgique parce que là, il y a des usines de méthanisation qui permettent d'établir un modèle économique équilibré sur le traitement des biodéchets. J'ai bientôt terminé en évoquant le fait que sur notre région, la région sud, il y a un certain nombre de plans qui sont très proactifs avec des objectifs très puissants de réduction du gaspillage alimentaire et des biodéchets. On a un plan régional de prévention et de gestion des déchets qui a été voté en région sud. Ça a été le deuxième plan voté en France, qui est très ambitieux sur ces questions-là. On a un schéma régional d'aménagement du territoire, de développement durable et d'égalité entre les territoires qui inclut aussi des démarches et des objectifs de lutte contre le gaspillage alimentaire. Un plan climat 2 qui a été voté en avril 2019 qui inclut aussi des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis, petit à petit aussi, ces enjeux de réduction du gaspillage alimentaire sont connectés aux projets alimentaires territoriaux. Pourquoi? Parce que réduire le gaspillage alimentaire, ça permet de dégager des économies et de fortifier les filières agricoles et d'élevage locaux. Et donc de s'inscrire tous ensemble dans une dynamique de projets alimentaires territoriaux qui connectent en fait les enjeux de réduction du gaspillage alimentaire au développement de nos filières et à l'amélioration de l'alimentation, de la qualité de l'alimentation. Après cette présentation globale, eh bien, nos intervenants vont les uns les autres commencer à présenter leurs deux coups d'accélérateur pour réduire le gaspillage dans notre région.
Stéphanie Ponce va nous dire quelques mots sur les COP de France et sur le réseau Régalim, qui a été lancé officiellement le 16 octobre 2019, après un temps de préfiguration qui a rassemblé un certain nombre d'acteurs sur le territoire. Et donc, on a, dans notre région, un réseau dynamique des acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire, dont Stéphanie Ponce va nous parler maintenant. Stéphanie, c'est à toi. Eh ben, merci Xavier de me passer la parole. Bon, ben, écoutez, je réitère. Donc déjà, bonjour à tous et à toutes. Je vais partager mon écran par rapport à la présentation, mais je crois que je n'ai pas la possibilité, Xavier, parce que c'est toi qui as le partage d'écran. Normalement, Stéphanie, vous avez la main dessus. Vous pouvez prendre si vous cliquez sur écran partagé. Oui, mais j'ai rien qui apparaît. Je suis désolée. C'est marqué vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran pendant qu'un autre participant partage. D'accord. Attendez. Est-ce que vous pouvez réessayer? Oui. Voilà. Là, c'est bon, normalement. Merci. Est-ce que vous voyez de ce fait? Moi, je vais le mettre en plein écran. Est-ce que tout le monde voit? C'est bon? Donc, de ce fait, donc, je suis Stéphanie Ponce, donc de la Coopération Agricole Sud. Très rapidement, la Coopération Agricole Sud donc, est le syndicat professionnel des coopératives agricoles en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et nous sommes en charge en fait, de l'animation du réseau Régalim, donc, qui est le réseau pour éviter le gaspillage alimentaire dans notre région. La personne en charge plus spécifiquement de ce dossier est Manon Pulia, qui fait partie également en fait, du webinaire aujourd'hui. Manon, est-ce que tu peux juste allumer ta caméra, s'il te plaît, pour que les gens puissent te voir, si tu le peux? Bon, bonjour à toutes et tous. Bonjour Manon. Donc, je vous ai laissé également les coordonnées de Manon, mais vous le verrez dans le dernier slide si vous souhaitez la contacter suite à cette présentation. Donc, le réseau Régalim. En fait, ce réseau, il vise justement à rassembler tous les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire tant la production, la transformation, la distribution dans lequel, en fait, il y a quand même des sous-familles comme le don alimentaire aussi, et la grande famille de la consommation, dans lequel, en fait, on peut retrouver, donc, évidemment, les ONG, les associations de consommateurs, mais également tout ce qui est restauration hors domicile, la restauration collective, etc. Donc, à ce jour, le réseau compte 300 membres issus de toutes ces familles en fait, de production. Donc, ce réseau, en fait, mène des actions de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires. Et en fait, si vous voulez, il a pour vocation à réellement co-construire avec tous les acteurs de la chaîne des actions structurantes. On va revenir un petit peu sur la genèse de ce réseau. Nous avons commencé en fait en 2017-2018 par faire la préfiguration du réseau, c'est-à-dire se mettre en contact avec les acteurs qui étaient présents, mais également aller auditer les autres réseaux Régalim qui en fait étaient très actifs, notamment je pense à Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi cette préfiguration ? Parce qu'en effet, il y avait une demande sociétale très forte avec un triple enjeu, qu'il soit environnemental, éthique et économique, ce qu'a rappelé Xavier tout à l'heure. Mais également une forte volonté politique en région de porter ce sujet, plus particulièrement avec en fait le soutien de 3 financeurs que sont l'ADEME, l'ADRAF et le Conseil régional qui continuent à poursuivre et à maintenir cette action parce que pour eux, ce sont des enjeux prioritaires. Et également, lors de la genèse, on s'est rendu compte qu'il existait une multitude de projets sur le territoire, mais qu'il n'y avait pas de coordination pour pouvoir créer des projets ambitieux autour de la lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires. Donc, comme l'a rappelé Xavier, en fait, à l'issue de cette préfiguration, nous avons lancé ce réseau le 16 octobre 2019, qui était la journée, justement, vous savez, nationale contre les pertes et gaspillages alimentaires, et dont nous sommes en fait animateurs. Peut-être une petite aparté concernant ça. Pourquoi la Coopération Agricole Sud s'est engagée dans ce type d'action ? Bon, comme vous l'avez compris, nous sommes sur la famille de la production agricole, mais nos coopératives, en fait, ont intrinsèquement en elles tout ce qui concerne le RSE et le développement durable.
Le national également a fait une grande feuille de route par rapport à cela et nous aidons, nous, les coopératives, sur d'autres actions, notamment en partenariat avec l'ADEME, à réduire, notamment dans les stations fruits et légumes, la perte justement de ces productions directement avec nos coopératives. Et d'ailleurs, en région, 3 coopératives ont été suivies et on va pouvoir le faire sur d'autres. Et comme je vous le rappelais, depuis le début, la DRAF, donc je ne sais pas si vous connaissez, la DRAF, c'est la Direction régionale de l'agriculture et de l'agroalimentation et de la forêt en région qui émane directement du ministère de l'Agriculture, donc l'ADEME que vous devez connaître et forcément le conseil régional. Donc, quelle est l'ambition de ce réseau? Bon, vous l'avez compris, c'est réunir en fait l'ensemble des acteurs du champ à l'assiette. Mais c'est surtout partager et capitaliser les bonnes pratiques pour pouvoir les semer par la suite sur d'autres types d'activités. Faire émerger des projets ambitieux, coopérer et interagir pour co-construire et pour créer des savoir-faire collectifs innovants. Et enfin, soutenir les porteurs de projets grâce au collectif. Ce qui est important de noter dans ce réseau, c'est qu'en fait, nous travaillons exclusivement en intelligence collective avec tous les acteurs, c'est-à-dire que toutes les actions que nous menons émanent directement du besoin des acteurs. Pour preuve, nous avons eu une réunion il y a un mois avec ça, qui nous a permis de déterminer notamment la feuille de route pour 2022 avec des actions qui prennent de plus en plus d'ampleur. Pour exemple, lorsque nous avons commencé à faire justement la préfiguration, nous nous étions en fait seulement adressés qu'à une centaine d'acteurs et comme vous l'avez vu, actuellement, on est à plus de 300 acteurs actifs dans le réseau. Autre chose, pour atteindre les objectifs dont nous parlait Xavier à l'horizon 2025, nous travaillons sur 2 aspects, le collectif et l'expertise technique. Donc le collectif, rencontrer et échanger entre acteurs, le partage d'expériences, la mise en réseau lorsque des besoins émergent, mais sur toutes les familles de production. C'est pour cette raison que ce réseau est extrêmement intéressant, puisqu'en fait, on fait le pont entre tout le monde. Et également, donc, le soutien à la construction de projets. Et ce qui est intéressant également, c'est que nous nous mettons en relation en interréseau, que ce soit avec le Précis, qui est le réseau en région, comment dirais-je, de l'économie circulaire, et également les PAT, mais au-delà de ça, nous sommes en relation très régulière également avec les autres réseaux Régal, puisque en fait, on arrive comme ça à pouvoir essaimer nos actions et pouvoir se donner des idées mutuellement. Stéphanie, il y a 4 ou 5 réseaux Régal en France, Tout à pas plus fait. en fait. Il y a Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Normandie, Grand Est, je crois, et il y avait l'émergence en Île-de-France et en Nora. Mais par rapport à cela, bon, on n'a pas eu trop d'informations de savoir où est-ce qu'ils en étaient. C'est important de le souligner. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que le plan régional de prévention et de gestion des déchets avait été le 2e à être voté en France et actif donc au niveau régional. Il y a 5-6 réseaux Régal en France. Donc ça démontre aussi qu'en fait, notre région est parfois beaucoup plus en avance que certains clichés le laisseraient entendre. Complètement, exactement. Et il est vrai que le réseau en région prend énormément d'ampleur et l'on voit également certains acteurs qui jusqu'alors étaient un petit peu en retrait, vouloir vraiment réenclencher la dynamique au sein du réseau. Donc, on a parlé de l'aspect collectif. Concernant l'expertise et la technique, donc on essaye de centraliser les données sur le sujet du gaspillage alimentaire, mais concernant les données économiques, Xavier le soulignait tout à l'heure, même en région, il est extrêmement difficile de pouvoir quantifier le gaspillage alimentaire du fait que l'on s'adresse à une multitude d'acteurs et là aussi, on s'est posé la question de savoir les chiffres que l'on récolte, quelles données réellement ils ont valables pour qu'on puisse pouvoir les exploiter. Donc, c'est un domaine où il est extrêmement compliqué, même pour nous, à une plus petite échelle régionale, de pouvoir travailler dessus. Ensuite, dans l'analyse des ressources et la mise à disposition d'informations et de documentation pour l'ensemble en fait, des membres du réseau.
Et enfin, un accompagnement des membres du réseau sur leur projet. Nous en verrons 2 exemples tout à l'heure. Donc, comme je vous l'ai dit, pour cela, on travaille en intelligence collective, en organisant des journées techniques, par exemple sur des sujets comme agriculteurs, quelles étapes pour recourir au glanage, puisque en fait, nous souhaitons également développer la perte au champ. La perte au champ ne rentre pas forcément dans le cadre du gaspillage, mais en fait, on veut réellement couvrir toute la ligne, de la perte au champ jusqu'à la consommation. Ensuite, l'organisation de webinaires thématiques. Nous en avions fait un sur comment sensibiliser en fait au gaspillage alimentaire, mais à différents niveaux, que ce soit collégiens, lycéens, mais également grand public. Donc, pour ouvrir les perspectives. Et ensuite, des journées plénières de rassemblement de tous les membres du réseau pour partager et co-construire. Également, nous avons des outils à disposition du réseau, que ce soit les livrables. Nous avons édité le guide des initiatives anti-gaspi en région. Nous sommes en train de le remettre en fait à jour avec les nouvelles initiatives. Nous aurions dû le sortir aujourd'hui, mais on aura probablement une semaine de retard. Donc là aussi, si vous le souhaitez, nous vous le diffuserons vraiment très volontiers. Mais également, nous avons fait un benchmark de tous les diagnostics qui existaient sur le gaspillage alimentaire en restauration collective pour donner des outils justement à la restauration collective afin d'utiliser le bon outil en fonction des besoins dont ils avaient. Autre partie également, parce que pour le réseau, pour pouvoir partager de l'information, nous avons une grande plateforme collaborative qui regroupe en fait soit tous les événements qu'il peut y avoir sur la lutte contre les pertes et gaspillage alimentaire en région, mais également de la documentation et un partage d'informations entre les membres du réseau. Nous animons cette plateforme lorsque également un acteur a besoin que l'on puisse l'accompagner dans un item. Et ensuite, les réseaux sociaux pour tout ce qui est communication et valorisation, et également aider à répondre à l'appel à manifestation d'intérêt, notamment qui avait été faite dans le cadre des 3 financeurs, ADEME, Région et Conseil régional, avec des porteurs de projets. Stéphanie, depuis 3 ans environ que ce réseau se monte et se développe. Qu'est-ce qui a changé en fait, selon vous, dans la mobilisation des acteurs et dans les relations qui sont créées sur le territoire entre la diversité de ces acteurs que le réseau Regalim? Alors, très simplement, Xavier, jusqu'alors, on voyait réellement un effet de silo entre les familles. Et en fait, maintenant, on voit que les familles commencent à se parler. Et au-delà de ça, surtout que les familles travaillent ensemble. Donc, c'est ça qui est extrêmement important puisque ça permet d'essaimer. Là aussi, le réseau est extrêmement souple. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins, il peut y avoir différents types d'actions. Des actions que l'on pourrait qualifier à court terme, mais des actions qui sont beaucoup plus ancrées et à long terme, puisque les acteurs se mettent autour, ensemble, pour co-construire ça. C'est une grande différence de travailler en intelligence collective par rapport au fait, en tant qu'animateur, bien sûr qu'il y a une ligne de conduite, mais ça émane réellement du terrain, ce qui permet la pérennité des actions et, comme je te le disais, à ce que tous les acteurs se parlent, parce que parfois, tu l'as évoqué tout à l'heure, en fonction des différentes familles, il peut y avoir des points d'accroche. Stéphanie, avant de passer la parole à Alban Caillot pour les traiteurs de France, est-ce qu'il y a un endroit où on peut accéder facilement au recueil des initiatives qui a été conçu, des 26 bonnes initiatives qui ont été conçues par le réseau? Alors, Manon pourra vous l'envoyer en fait par mail. Si vous le souhaitez, je vais vous laisser les coordonnées. En revanche, sur la plateforme collaborative, comme elle n'est faite en gros que pour les acteurs, ça sera difficile, mais on peut le mettre également sur les réseaux sociaux via Facebook. On peut tout à fait le diffuser très facilement. Mais si vous le souhaitez, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup, Stéphanie. Je t'en prie. Donc, je vais faire vite parce que le temps presse. Oui. Donc, sur l'AMI, il y a eu 16 candidats, donc 4 lauréats.
Et je vais vous proposer en fait 2 actions phares, puisque c'était le thème notamment de ce webinaire, Et synthétiquement, qui est soutenu par le Régalim. Donc, tout d'abord, la DERPACA, qui en fait a créé une centrale de référencement pour le milieu médico-social, et qui propose à ses adhérents une offre d'accompagnement à la carte pour lutter contre le gaspillage alimentaire en fonction de leurs besoins via 3 associations que sont WasteCo, Écosciences Provence et Institut culinaire du 21e siècle. Et on voit en fait que cette action, au fur et à mesure, grandit et qu'il y a de plus en plus de demandes par rapport à ça. Vous voyez que là aussi, ce n'est pas figé puisqu'il y a 3 types d'intervenants pour essayer de répondre à toutes les demandes. Et une deuxième chose, c'est en fait la restauration de la ville de Briançon qui voulait obtenir des balances connectées pour réaliser des pesées fines de gaspillage et automatiser le traitement des données pour par la suite former en fait en équipe pour poursuivre les pesées et rendre pérenne le projet afin d'obtenir des données chiffrées à long terme pour que l'on puisse travailler efficacement donc contre les pertes et gaspillages alimentaires. Donc, voilà très rapidement 2 actions menées. Ici, vous ça me avez… permet d'ajouter quelque chose qui illustre bien ce qui a été dit auparavant, Stéphanie, c'est que Opti-Gaspi et Ecosphère ont fait alliance, en fait. Et désormais, nous proposons, en fait, à nos clients de la restauration collective, établissements de santé, cantines scolaires et autres, de tester cette balance dans le cadre de notre programme d'accompagnement initial pour accélérer la réduction du gaspillage alimentaire et autonomiser les équipes. Et en fait, on leur apprend à utiliser cette balance dans le cadre du programme pour qu'après ce programme d'accélération et d'autonomisation, ils puissent s'en servir comme un outil de pérennisation de la démarche sur les sites de restauration collective. Et donc, c'est une illustration concrète de ce qui est évoqué tout à l'heure. Comment est-ce que des familles d'acteurs qui proposent des solutions complémentaires nouent des alliances pour être encore plus efficaces et accélérer la réduction du gaspillage. Tout à fait, exactement, Xavier. Donc, vous trouvez ici même les coordonnées de Manon si vous souhaitez, comment dirais-je, la contacter, avoir des informations sur le réseau ou faire partie du réseau si vous le souhaitez. Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci beaucoup, Stéphanie. Alban Caillot est le responsable du réseau des traiteurs de France. Les traiteurs, comme chacun l'imagine, il a pu le constater, ça a été un secteur extrêmement touché par la crise sanitaire, le secteur événementiel en général. Les traiteurs en particulier, touchés économiquement, touchés aussi parfois en termes de capacité à se relancer avec des personnels, des employés, des collaborateurs qui ont été mis au chômage partiel pendant très longtemps et qui ont pu aujourd'hui être rendus indisponibles par une employabilité qui s'est concrétisée sur d'autres secteurs d'activité. Donc un secteur qui est durement touché, mais en même temps un secteur qui persiste en fait dans une volonté de développer une responsabilité sociale et environnementale, notamment appliquée à la réduction du gaspillage et des pertes alimentaires, et pas seulement. Et c'est ce que Alban Caillot, comme représentant de ce réseau, de ce premier réseau national des traiteurs de France, va évoquer maintenant. Alban, à toi la parole. Parfait. Merci beaucoup, Xavier. Merci à Ecosphère pour cette invitation à ce webinaire. Effectivement, ce sujet de la lutte contre le gaspillage alimentaire, finalement, est un petit peu le sujet de tous et de chacun de prendre sa part dans cette œuvre de réduction du gaspillage alimentaire. Je me présente Alban Caillot pour le réseau Traiteurs de France. Je vous partage en notre petite présentation pour ce petit quart d'heure d'échange et de démonstration d'actions concrètes en fait à notre petit niveau sur ce sujet-là. Effectivement, une profession très touchée par la crise puisque bien évidemment la rencontre et l'alimentation des individus étaient un petit peu interdits pendant de longs mois. Cependant, lors de cette phase de reprise, une volonté farouche de ne pas abandonner en fait des chantiers qui avaient été ouverts précédemment et notamment celui de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Qui sommes-nous? En fait, tout simplement un réseau national de traiteurs organisateurs de réception basé donc sur toute la France avec donc une couverture nationale
pour vous donner quelques chiffres, en fait, donc c'est 37 maisons, des PME essentiellement, qui rassemblent un peu plus de 1500 salariés, qui organisent un peu plus de 32 000 réceptions chaque année et qui sert 4 millions, plus de 4 millions de couverts chaque année. Une grosse exposition aux événements professionnels, salons, foires, congrès, les événements sportifs aussi, et bien évidemment les événements liés aux réceptions privées, en cela les mariages par exemple. Sur la région sud, puisque nous avons effectivement des acteurs implantés sur cette belle région, au nombre de 4, et du nord au sud, donc la maison Hélène Traiteur qui est basée à Avignon, la maison La Truffe Noire qui est basée à Marseille, la maison Côte-Froid Réception qui est basée à côté de Toulon, et la maison Giry Traiteur qui est basée à Cannes. Quel est en fait le rôle de ce réseau de traiteurs? C'est clairement de proposer un réseau d'acteurs fiables dans l'organisation de réception professionnelle, donc de proposer des acteurs que l'on a labellisés, certifiés et que l'on valide comme étant des acteurs dignes de ce nom pour organiser des manifestations de grande envergure, puisque nos manifestations peuvent aller de 5 à 5 000 couverts. D'en faire bien évidemment la promotion de ses adhérents. Et puis, donc ça c'est tout le volet, je dirais, externe. Et puis à l'interne, c'est aussi pour l'ensemble des membres du réseau de pouvoir participer à différents événements et d'échanger, de partager ensemble sur les problématiques métiers et en cela de pouvoir ouvrir des chantiers d'amélioration et d'axes de travail collectifs. En cela, un des axes de travail un peu, je dirais, colonne vertébrale du réseau Traiteurs de France, c'est la certification ISO 20121. Cette certification a pour objectif en fait de créer des événements, ce que l'on appelle responsables. À notre petit niveau de maillon de cette chaîne de l'organisation d'événements, puisque nous, on est la brique restauration événementielle de l'événement, on a voulu créer en fait le cycle de vie d'une réception responsable. Et donc, en fait, sous vos yeux, chez nous, ça s'articule en 4 temps, à savoir un temps autour des achats, un temps autour de la production, puisque toutes nos maisons ont un outil de production, donc on est des entreprises très énergivores, beaucoup de chaud, beaucoup de froid. Une réflexion aussi portée sur la réception et sur l'éco-conception des réceptions. Et enfin, un dernier item qui est celui de la valorisation, et c'est celui sur lequel on est rassemblés ce jour, puisque nous avons, quand on parle de valorisation, on parle bien évidemment de gestion et de recyclage des déchets. Mais nous, on a un déchet très particulier qui est celui d'une alimentation de surcroît saine, belle et bonne. Et de ce fait-là, il y a un vrai enjeu autour du gaspillage alimentaire au sein de nos maisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est des acteurs très visibles et visibles pour aussi le compte de nos annonceurs qui organisent des manifestations. Et à l'heure où aujourd'hui beaucoup de chambres sont parfois dans la précarité, il en va aussi de la responsabilité des annonceurs organisateurs de leurs événements de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas être dans une opulence, ou tout du moins, si opulence il y a, il faut qu'elle puisse finalement rejaillir sur parfois des publics qui n'ont pas accès à ces manifestations et à ces événements, d'une part, donc un enjeu à l'externe, et puis en interne au sein des maisons, on a bien vu naître, et ça depuis plusieurs années, en fait, la sensibilité des individus à ce que, dans la mesure où on est très exigeant sur la qualité des mets qui sont proposés sur nos réceptions, on a un positionnement très haut de gamme dans nos manifestations. Pour ceux qui connaissent les acteurs basés sur la région sud, si vous avez l'occasion de participer à certaines de leurs manifestations, on peut constater que ce sont des maisons vraiment leaders et qui occupent le haut du pavé. Et à ce compte-là, on a donc une exigence au sein de nos équipes pour qu'ils fassent les produits le mieux possible. Et effectivement, une question se posait sur, finalement, OK, vous me demandez de faire le plus beau produit, mais en fait, le plus beau produit, à un moment donné, il peut terminer à la poubelle si toutefois les invités ne l'ont pas consommé en totalité ou si les invités, tout simplement, ne sont pas venus lors de cette manifestation. Donc, il y avait aussi un enjeu sur le sujet du gaspillage alimentaire managérial au sein des entreprises pour donner sens, pour engager et réengager, on va dire, nos collaborateurs aussi sur cet item-là. Et c'est vrai que l'engagement des Traiteurs de France sur le sujet du gaspillage alimentaire s'est matérialisé en 2015, donc il n'est pas d'aujourd'hui. En l'occurrence, et je me félicite de pouvoir rééchanger tout à l'heure avec Guillaume Garot, puisque c'est lui qui, à l'époque, était effectivement l'initiateur du pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire, et les Traiteurs de France ont souhaité à cette époque clairement rejoindre, je dirais, le mouvement et
à notre niveau, on n'est pas dans la grande distribution, on n'est pas dans la restauration traditionnelle, on est dans l'événementiel et l'événementiel génère aussi parfois du gaspillage. Comment ça se déroule, je dirais, de manière très concrète sur le terrain? D'une part, il y a un item très important autour de la formation des équipes, puisqu'on met en place de nouveaux process, puisque le sujet numéro 1 d'un traiteur est quand même celui de l'intoxication alimentaire. Quand vous vous lancez dans une action de lutte contre le gaspillage alimentaire, que l'on a renommé, nous, finalement, gestion des surplus sur réception, eh bien, vous êtes obligé de mettre en place des nouveaux process qui vont garantir, bien évidemment, la qualité sanitaire de ce don, et puis qui vont organiser les chaînes logistiques au niveau de la réception, puisque, pour rappel, un traiteur produit dans son labo et finalement déporte cette production sur une réception pour délivrer cette réception dans les meilleures conditions sanitaires et organoleptiques pour que tous les invités, que vous soyez 5, 500 ou 5000, ce soit complètement, je dirais, safe en termes de prestations délivrées par le traiteur. Donc, formation des équipes. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le produit, dès lors que le traiteur l'a vendu, ne lui appartient plus. Donc, il y a vraiment une co-construction avec le client annonceur, puisque c'est lui à qui revient la propriété des matières qui lui sont, en l'occurrence, délivrées sur réception. Donc, il y a véritablement une validation par ses soins de la possibilité de remettre ou malheureusement de ne pas remettre de dons. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, donc là, on rentre dans un flux purement logistique où en fait, vous avez différents cas de figure qui peuvent se produire. Soit l'association vient récupérer sur le lieu de la réception, soit le produit est ramené en fait au laboratoire et ensuite, depuis le laboratoire, est mis à disposition d'une association qui vient le récupérer au sein du laboratoire, ou sinon le traiteur qui le livre directement au sein de l'association bénéficiaire de ce don. Donc, toute une phase logistique, retour labo, éligibilité des produits, reconditionnement, traçabilité, donc ce qu'on va appeler la préparation du don. Ce don donc est signalé en l'occurrence à nos partenaires. En l'occurrence, Ecosphère était notre partenaire historique sur la mise en place de ce chantier lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de Traiteurs de France, en faisant diverses actions, c'est-à-dire un mapping des associations capables de recevoir notre don. On est sur un don très particulier puisque c'est de l'hyper frais. On est dans une gestion, je dirais, last minute de ce don, mais je vais y revenir juste après. Et ensuite, il faut que, bien évidemment, d'un point de vue purement logistique, l'ensemble du flux soit bien géré, qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne du froid. Donc, Ecosphère a été notre historique sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, les maisons membres du réseau Traiteurs de France soit collaborent avec la société Ecosphère, soit collaborent directement avec des associations au travers des liens qu'ils ont pu tisser au fur et à mesure du temps et aussi de leur connaissance les uns et les autres de l'écosystème des associations. Une fois que ce mapping est fait, donc le produit est directement remis à disposition de l'association ou l'association vient le récupérer, comme je vous le disais à l'instant, sur réception. Tout va dépendre en fait des cas de figure. Et ce qui permet après, bien évidemment, d'avoir la remise du don et d'un courrier aussi qui est mis à destination du client, puisque le client peut après le valoriser comme faisant partie d'un plan d'action RSE aussi en son nom en tant qu'annonceur. 3 types de signalements en fait chez nous. Soit c'est effectivement, comme je le disais à l'instant, un signalement un peu d'urgence, l'événement est terminé, le nombre de convives escompté n'est pas au rendez-vous, il s'agit de gérer ce surplus. Ce peut être aussi parfois un signalement anticipé d'un gros événement sur lequel on pressent malgré tout un surplus, et là donc on met effectivement en veille une association qui va s'organiser et qui va être prêt à faire feu pour pouvoir nous accompagner et éventuellement intervenir si le surplus se confirme le jour de la manifestation. Et on peut aussi avoir, puisqu'on est quand même des producteurs, certes artisans, mais qui peuvent parfois avoir du volume, on peut être amené à gérer des stocks qui peuvent arriver en limite de DLC au sein de nos laboratoires. Un petit bilan quantitatif, à date, c'est plus de 50 000 pièces cocktails redistribuées, des parts, donc sous-entendu des repas mis à destination de plus de 40 associations, et ce sur toute la France. Donc,
je dirais, un bilan certes quantitatif, c'est une chose. On ne cherche pas non plus forcément à ce que celui-ci explose, puisque par définition, s'il n'y avait pas de surplus, eh bien, nous ne devrions pas faire de redistribution. Mais c'est aussi un enjeu extrêmement qualitatif, en fait, au regard des enjeux sociétaux. Et encore une fois, dans l'ensemble des plans d'action mis en place par les entreprises et l'ensemble de la chaîne de valeur d'un événement, c'est tout ce que l'on traite aujourd'hui au travers des plans d'action RSE, responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise. Donc, ça a des effets bien évidemment positifs, que ce soit sur la satisfaction, bien évidemment la réduction des déchets, une évolution des pratiques, un impact, je le disais tout à l'heure, positif auprès des collaborateurs de l'entreprise. Bien évidemment, nous, ça intègre complètement la certification ISO 20121. Et puis, ça nous donne, au travers de ces échanges, et je le vois encore une fois aujourd'hui, et je m'en réjouis, la possibilité de participer à d'autres projets impactants socialement. Et je pense qu'avec Regalim, nous aurions très certainement des choses à faire. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. J'ai essayé de rester dans le timing, Xavier. Maintenant, je suis à la disposition s'il y a quelques questions. Bien évidemment, sur le sujet. L'objectif, clairement, c'est que, encore une fois, à notre niveau, on prenne aussi notre part. Chacun son gisement, j'ai envie de dire, mais néanmoins, on peut aussi chacun avoir ses solutions. Merci Alban Caillot. Pour les invités qui ne me connaissent pas, je suis responsable de communication d'Ecosphère. Je supplée Xavier Corval qui est parti en interview avec BFM, interview de dernière minute, où la télévision nous a questionné sur le gaspillage alimentaire dans le cadre du 16 octobre. Donc c'est une petite aparté, je le supplée quelques secondes. Alban, j'aurais une dernière question avant de passer la parole à Nourdine Azouk. Vous avez un réseau d'acteurs qui est très structuré avec beaucoup de traiteurs différents, avec des réalités différentes, des régions différentes qui ont des réalités aussi très différentes. Comment vous faites, puisque les leviers, finalement, si on les résume, c'est la formation et la structuration des filières de dons. Sur la formation, comment vous faites pour justement amener la diversité des acteurs à aller dans le même sens, c'est-à-dire la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets? Alors, le sujet formation, effectivement, est important. De ce fait-là, nous, aujourd'hui, on s'appuie effectivement sur les compétences d'Ecosphère dans le domaine. Et on propose en fait à nos adhérents en fait ce que l'on appelle une box de mise en place ou de démarrage en fait de son sujet gaspillage alimentaire, sachant que chez nous beaucoup l'ont déjà pratiqué puisque le sujet est déjà en place. En revanche, pour nos nouveaux membres, puisque le réseau, je dirais, accueille chaque année 1 à 2 nouveaux membres, au-delà d'un parcours très sélectif, on reçoit une vingtaine de candidatures par an. On fait rentrer entre 0 à 2 nouveaux membres chaque année, donc il y a vraiment une grosse sélection. Cependant, on met à disposition de ces nouveaux entrants cette formation qui leur permet de se mettre, je dirais, dans le process de gestion des surplus, Made in Traiteur de France, et après de pouvoir, je dirais, engager ce chantier au sein de sa propre maison. Ok, merci. Attendez, Merci Alban Caillot, et je vais donner la parole à Nourdine Azouk. Nourdine, si vous pouvez vous connecter et prendre la main. Bonjour à tous. Vous êtes représentant de l'entreprise familiale boulangerie-pâtisserie du CAMA à Marseille. Pour ceux qui connaissent le CAMA, c'est dans le 5e arrondissement, si je ne m'abuse. Vers le boulevard Chave. Exactement, boulevard Chave. Et vous allez nous expliquer un petit peu, vous, sur un acteur de terrain, quelles sont les problématiques du gaspillage alimentaire et quels sont les leviers pour éviter justement ce gaspillage qui peut être d'une quantité assez impressionnante, puisque quand on est une boulangerie, une pâtisserie, forcément aussi on draine des quantités. En termes de volume, j'imagine que c'est assez important, vous pourrez nous le dire. Donc, voilà, quelle est votre vision de la lutte contre le gaspillage alimentaire et comment on pourrait accélérer dans la perspective de 2025 quand on a un acteur de terrain, concrètement une boulangerie qui est le commerce peut-être le plus courant pour les Français et les Françaises? Alors, merci déjà de nous donner la parole. Moi, je vais faire que partager avec vous l'expérience que j'ai en tant que personne ayant dans ma famille, donc mon père, une structure donc commerciale de type boulangerie, pâtisserie, qui a une particularité, c'est qu'il fait majoritairement de la livraison. Donc mon père a livré pendant des années le Castellet, il livre le Palais des Sports, le Dôme, enfin, c'est une boulangerie événementielle. Donc on livre principalement du pain, des croissants, des pains au chocolat et certaines autres pâtisseries. Donc c'est très spécifique.
la réalité, en fait, de ce que j'ai vécu avec mon père depuis que je suis petit, hein, en réalité, parce que mon père, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui qu'il a cette boulangerie, c'est que mon père ne jetait quasiment rien. Quand je dis qu'il jetait quasiment rien, il jetait quasiment rien. Pour lui, il fallait revaloriser, le produit qui était le pain, parce que déjà, dans la philosophie de jeter du pain, pour lui, ça lui allait pas. Et on ne pouvait pas, jeter des denrées alimentaires qui pouvaient être potentiellement réutilisées et entre autres dans la filière animale. Donc mon père s'était rapproché et depuis des années de fermes, dans la région et il avait mis en place des, périodes de collecte. Donc il conservait donc, le pain, qu'il derrière, redistribuait bien sûr gratuitement, hein, aux fermes qui utilisaient donc, ce pain qui était pour nous rassis, pour, la nourriture, animale. Donc ça, c'est déjà, les volumes sont quand même, impressionnants parce qu'on ne s'imagine pas, mais, vous savez, 10 kilogrammes de pain par jour, ben, au bout de 10 jours, c'est 100 kilogrammes de pain, quoi et au bout de à la fin du mois, c'est 300 kilogrammes. Donc, c'est quand même un volume assez conséquent. Alors bien sûr, mon père n'a jamais pu valoriser le fait qu'il puisse, ne pas, gaspiller ou en tout cas faire en sorte de transformer dans une filière, ce don. Ça pourrait d'ailleurs être intéressant à réfléchir et j'en parle parce que moi, ça m'arrive plusieurs fois de passer devant des boulangeries ou des poubelles de boulangerie et de prendre des photos parce que je suis choqué de voir les poubelles débordées de pain et moi, ça me choque parce que depuis que je suis petit, mon père, il m'apprend qu'il y a moyen, de faire mieux ou en tout cas d'avoir un comportement respectueux de cette denrée alimentaire qui est une denrée basique, hein, qu'on consomme depuis des millénaires aujourd'hui, qui est le pain. Hem et donc je me suis rendu compte, moi, avec le temps, que ce que faisait mon père, c'est pas tout le monde qui le faisait. Moi, je pensais que, vous savez, quand on est éduqué d'une certaine manière, on pense généralement que les gens font tous pareil. Non. J'ai de la chance aussi chez moi, que mes parents recyclent. Donc j'ai toujours eu, en fait, les gens me disent autour de moi: «Ah ouais, tu es écolo», mais absolument pas. Je ne me sens absolument pas écolo. C'est juste qu'en fait, chez moi, en fait, on m'a habitué, en fait, à ma mère: «Ah bah tiens, tu descends, bah tiens, prends les bouteilles, va jeter les bouteilles, de verre. Ah bah tiens, bah prends le sac de plastique. Ah bah tiens, prends les revues, va les jeter dans le bac, pour le papier». Donc si vous voulez, c'est l'éducation, en fait, qu'on a eue, qui a fait qu'aujourd'hui, on a un comportement que les gens disent écolo. Mais moi, je ne me sens pas, plus écolo que ça. C'est juste qu'en fait, je respecte, un process qu'on m'a appris où, en fait, on doit revaloriser, où on doit recycler, où on doit partager. Et pour ce qui est de la boulangerie familiale, mon père, par exemple, depuis maintenant 30 ans, n'utilise pas de sac poubelle plastique, depuis des années. Et je vais vous raconter une anecdote qui va peut-être, vous faire sourire. Mon père, il y a très peu de produits, on va dire, liquides. Donc si vous voulez, les poubelles qu'il fait, c'est surtout du sec et pour remplir une poubelle, il met peut-être, 4 jours, 5 jours, voire une semaine puisqu'il recycle, la plupart, si c'est du plastique, il va le recycler, si c'est du verre, il va le recycler et cetera et donc il utilise des sacs de farine qui sont des sacs, en fait, en matière cartonnée pour, en fait, faire des poubelles. Mon père fait ça depuis 30 ans. Alors, il y a 2 raisons. Un, parce qu'en fait, il trouve idiot d'avoir des sacs et en fait de les jeter dans la poubelle et 2, parce qu'aussi c'est, le plastique. Il y a une conscience aussi, mon père avait conscience que bon, le plastique, c'était pas terrible et 3, parce que ça fait faire des économies. Et ça, si vous voulez, mon père ferme très bien le sac. Moi, je le vois faire, moi, depuis 30 ans. Il fait ça depuis 30 ans et là, récemment, mon père a eu un contrôle d'hygiène. Bon, tout s'est bien passé, à part les sacs poubelles. Donc la contrôleuse qui lui dit: «Monsieur, ce n'est pas possible, vous devez vous équiper de sacs plastiques pour jeter vos denrées». Je dis: «Madame, moi je jette quasiment rien. Le pain, je le stocke là, il est récupéré». Enfin, elle lui dit: «Ah non, 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 si on repasse et que vous utilisez des sacs, papier, on vous met une amende». C'est extraordinaire. Et mon père lui dit: «Écoutez madame, moi ça fait 30 ans que je fonctionne comme ça. Je vais continuer à fonctionner comme ça. Si vous voulez mettre une amende, bah, écoutez, on fera en sorte de gérer ça d'une autre manière, mais je pense que ça vous plaira pas parce que si on sort dans les médias pour expliquer ce que vous faites et les conseils que vous nous donnez,
alors que nous, vous voyez, on a une gestion qui est plutôt, on va dire, correcte, puisqu'on ne va pas jeter. Mon père, l'huile, a toujours recyclé l'huile, a toujours une filière de récupération. Il va jamais moi, j'ai jamais vu mon père jeter de l'huile dans une poubelle ou, vous voyez? Enfin, donc déjà, il y a une méconnaissance, je pense aussi, des autorités, sur le fonctionnement aussi de certains, commerçants ou, qui peuvent en fait avoir cette conscience, dite écologique, mais nous, c'est même pas une conscience écologique, c'est une conscience tout simplement enfin, pour mon père, ça a toujours été logique, de faire ça et il nous a transmis en réalité cette manière de faire, mais quand il a reçu la dernière fois le contrôleur, bah, c'était drôle de voir qu'il était en train de leur apprendre qu'en fait, voilà comment je fais, voilà comment je recycle, voilà mes denrées alimentaires et en fait, ce que vous me dites, c'est pas logique et je ne l'appliquerai pas. Noureddine, Et bon, Noureddine, voilà. en fait, tu viens de mettre l'accent sur 2 points qui sont très importants. C'est-à-dire qu'on ne peut plus séparer aujourd'hui la question du gaspillage alimentaire de celle des contenants et emballages. Et un autre point qui est celle de l'existence de zones grises de contradiction entre la législation et des démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire qui sont mis en place depuis parfois très longtemps, comme dans l'entreprise familiale. Guillaume Garot a une petite contrainte d'agenda. Donc, si tu es d'accord, Noureddine, et Anne Claudius Petit, Guillaume va prendre la parole maintenant, président du Conseil national de l'alimentation, ancien ministre de l'agroalimentaire, député PS de la Mayenne, et à l'initiative de cette politique publique de lutte contre le gaspillage alimentaire en France depuis 2012. Donc, Guillaume, merci d'être présent dans ce webinaire consacré à l'accélération, à l'enjeu d'accélération de la lutte contre le gaspillage alimentaire, et particulièrement dans notre région sud. À vous, Guillaume Garot. Merci, Xavier. Bonjour à tous. Moi, je suis très heureux de passer un moment avec vous ce matin, de partager des regards, des expériences. Et je viens juste d'écouter ce que M. Azouk évoquait. Bah, c'est ça la lutte contre le gaspillage. C'est des gens comme vous qui sont très impliqués, qui font de la lutte contre le gaspillage comme d'autres faisaient de la prose, sans le savoir. Et puis, à un moment donné, on leur dit ce que vous avez fait là, ce n'est pas exactement ce qu'il faudrait faire, ou on pourrait faire mieux, différemment, puis il y a telle norme qu'on va mettre. Et finalement, ça peut être décourageant. Mais heureusement, et je crois que ça a été souligné dans d'autres témoignages avant, qu'il y a une grande mobilisation partout sur le terrain et qu'il y a une volonté d'avancer par-delà toutes les difficultés. Et moi, ce qui me motive, c'est que ça fait maintenant 8-9 ans que je suis engagé contre le gaspillage alimentaire, et vraiment, je veux saluer d'abord tous les pionniers qui ont fait partie de l'aventure depuis le début, et je me tourne vers Xavier, bien sûr, parce qu'on était autour de la même table, je me rappelle très bien, c'était au ministère et on était en 2012. Et donc, on se disait à l'époque comment on peut poser les premières pierres d'une politique contre le gaspillage alimentaire. Et la conviction que j'avais, c'est que ça ne pouvait pas être une politique uniquement verticale et descendante, mais il fallait qu'elle s'appuie d'abord sur ceux qui, sur le terrain, se déployaient pour faire avancer les choses. C'est comme ça à l'époque qu'on a bâti, écrit et signé ensemble le premier pacte national contre le gaspillage alimentaire. Et c'est comme ça aussi qu'on a fait la loi de 2016 contre le gaspillage alimentaire, parce que moi je veux rappeler que cette loi, c'est la loi de tous les combattants du gaspillage alimentaire. Et c'est vraiment une loi qu'on a écrite tous ensemble. Moi j'ai fait 200 auditions, 200, pour faire cette loi, et on l'a faite parce qu'on avait besoin d'un cadre national, d'un cadre général qui qui permettent d'abord de généraliser les bonnes pratiques, ça c'était très important, et qui donne une vraie liberté d'action et en même temps un cadre d'action à tous ceux qui sont sur le terrain. Donc on a réussi ça à travers cette loi contre le gaspillage de 2016, et on a réussi surtout, et ça moi je pense que c'est vraiment une fierté collective, qui nous appartient à tous et toutes, à faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire une forme d'évidence. Oui, il faut lutter contre le gaspillage alimentaire, et c'est normal de le faire, et c'est urgent de le faire davantage et d'accélérer. Alors, ça a été la première étape.
Et maintenant, il en faut d'autres, parce que votre sujet ce matin, c'est comment on accélère. Alors, comment on accélère? D'abord, il y a tous ceux qui se déploient sur le terrain, et moi, je suis tellement heureux de voir qu'il y a un Régal Alim dans votre région. Il y en a eu d'autres dans d'autres régions, mais on sait que ce réseau, il a de la force. Et donc, la question que pose, j'imagine, votre réseau dans le sud, comme les autres réseaux la posent dans d'autres régions, c'est quels moyens on peut avoir? Des moyens financiers, hein, des moyens techniques pour aller plus vite. Parce que bien souvent, on le voit sur le terrain, il y a les plus belles idées du monde et les initiatives les plus généreuses et parfois les plus simples qui butent sur un problème de financement. Hein? Comment on finance le guide qui va pouvoir être distribué dans des écoles, des lycées, des supermarchés, des lieux de vente contre le gaspillage alimentaire? Comment on aide les associations de solidarité à s'équiper de petits camions frigorifiques? C'est tout ça la lutte. Hein. Comment on finance aussi des formations, parce que c'est tellement important de former nos professionnels, ceux qui sont en lien avec l'alimentation, tout dans leur vie, dans leur quotidien. Tout ça, on a parfois beaucoup de mal à trouver le début d'un financement ou la fin pour boucler un tour de table. Donc là-dessus, il faut qu'on agisse. La deuxième façon, je crois, l'urgence aujourd'hui, c'est de mettre en place les outils de mesure du gaspillage alimentaire. Parce que moi, j'étais très heureux quand, dans la loi AGEC, on est en 2020, 19 ou 20, je ne sais plus exactement, la loi AGEC, on arrive à mettre dans la loi les objectifs. Des objectifs qu'on avait, nous, repérés depuis le pacte en 2012. Hein. On l'a signé en 2013, mais le pacte, on commence à travailler en 2012. Et on se dit, à l'époque, il faut qu'on arrive en 2025 à avoir réduit de moitié le gaspillage alimentaire à l'échelle de notre pays. On reprenait un objectif qui était celui du Parlement européen. Donc, très bien, on a réussi ça à le mettre dans la loi, il a quand même fallu plusieurs années. Et aujourd'hui, on se dit que en 2025, il faudra qu'on ait réduit de 50% le gaspillage alimentaire dans la restauration collective et la distribution. Moi, je suis convaincu que c'est à notre portée. Puis on s'est dit, 2030, il faudra que ce soit étendu à l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire. Parfait. Sauf que si on veut mettre ça en œuvre, il faut bien qu'on mesure le gaspillage pour mesurer les progrès qu'on va réaliser. Et malheureusement, je trouve que ça n'avance pas assez. Or, les outils sont prêts. Il y a eu des groupes de travail qui se sont réunis pendant des semaines, des mois, j'ose à peine dire des années, pour finaliser les indicateurs, pour finaliser les outils de mesure. Voilà, il faut pouvoir le faire. Donc, si on veut accélérer, parce que c'est le sens du webinaire ce matin, moi, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accélérateur sur les outils de mesure contre le gaspillage alimentaire, en plus de pouvoir avoir une fluidité pour l'aide financière à toutes les initiatives qui sont prises sur le terrain et quelles qu'elles soient. Moi, j'avais plaidé, et je continue de le faire, pour qu'il y ait un fonds national de lutte contre le gaspillage alimentaire qui permettrait de financer, de cofinancer bien sûr, hein, d'apporter une contribution en tout cas à toutes les initiatives qui sont prises sur le terrain. Et puis, le troisième levier, à mon sens, c'est ce que vous disiez, Monsieur Azouk, c'est que vous avez grandi dans un environnement, dans une culture familiale où ça allait de soi. La lutte contre le gaspillage alimentaire, à l'époque, on dit on ne jette pas. Voilà, bon. Mais ça ne va pas toujours de soi. Et c'est ce que vous disiez aussi. Vous, ce qui vous paraissait aller de soi ne l'était pas dans une autre famille ou dans d'autres groupes ou d'autres cercles. Donc, je persiste à penser que tant qu'on n'aura pas d'éducation à l'alimentation digne de ce nom à l'école, avec dedans la dimension lutte contre le gaspillage alimentaire, on n'avancera pas aussi vite qu'il faudrait. Donc, si on veut tenir les objectifs que j'énonçais tout à l'heure, 2025 et 2030,
eh bien, il faut que, sans attendre, à l'école, on donne des repères, on transmette des savoirs, on transmette des outils pour lutter contre le gaspillage alimentaire pour chacun dans la vie quotidienne. Et ça, c'est la mission de l'école parce que c'est aider les gamins à devenir des citoyens, des adultes responsables vis-à-vis de leur alimentation. Et on sait en plus que les enfants sont parfois les meilleurs éducateurs de leurs parents, en particulier sur ces sujets. Donc, ça vaut le coup d'investir pour que l'école accueille d'être ce creuset où on peut transmettre cette éducation à l'alimentation. Donc voilà, moi je plaide pour ces leviers-là aujourd'hui. Un fonds national contre le gaspillage alimentaire pour aider toutes les initiatives de terrain. 2, les outils de mesure du gaspillage voilà, à l'échelle nationale et pour toutes les catégories d'acteurs. Et puis 3, bien sûr, l'éducation à l'alimentation. Si on fait tout ça ensemble, alors on arrivera à avancer. Et pour terminer, parce que j'ai déjà été trop bavard, mais il y a ce qu'on fait en France, et franchement, il y a une vraie dynamique en France. Mais il y a aussi des bonnes pratiques, et heureusement, dans d'autres pays autour de nous, et en particulier dans l'Union européenne. Et franchement, on pourrait donner une accélération supplémentaire et un écho si on était capable dans la stratégie européenne du Green Deal, Farm to Fork, donc sa déclinaison sur l'alimentation et l'agriculture, cette dimension lutte contre le gaspillage alimentaire, avec ce que j'ai évoqué, en particulier la mesure. L'Union européenne a bien travaillé là-dessus dans le passé. Il faut que l'initiative soit reprise au plan national, mais il faut vraiment que l'orchestre joue au plan européen et que chaque nation soit un soliste avec la volonté d'être dans cette harmonie de l'Union et surtout avec la volonté d'avancer tous ensemble et de se transmettre les bonnes solutions, les bonnes pratiques, les bonnes façons de faire. Je pense vraiment comme ça qu'on peut y arriver et ce sera notre contribution à la lutte contre la précarité et à la lutte contre le dérèglement climatique. Tout ça est lié, bien sûr, et je pense que c'est à notre portée. Alors, il faut se battre et on va continuer à se battre tous ensemble. En tout cas, merci beaucoup de ce que vous faites les uns les autres, là où vous êtes en responsabilité, parce que c'est comme ça qu'on obtiendra des résultats. Du fond du cœur, merci. Guillaume, une question. Le gaspillage alimentaire, grande cause nationale, est-ce que c'est toujours d'actualité? Et comme coup d'accélérateur aussi, évidemment. Je le souhaite. C'est pour ça que je l'avais proposé dans une proposition de loi que j'avais défendue à l'Assemblée au début de l'année. Malheureusement, ça n'a pas été repris. On m'a dit 2022, c'est les élections nationales qui vont mobiliser l'attention des citoyens. Donc, ce n'est pas forcément le bon moment. Si ça peut pas être 2022, j'espère que ça pourrait être 2023. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire là-dessus. Parce qu'une grande cause nationale, c'est très mobilisateur pour l'ensemble des citoyens du pays. Et puis surtout, ça offre des financements et des possibilités d'expression aux associations, aux ONG, aux acteurs économiques de façon générale sur la cause qui est retenue. Et donc, moi, je rêve d'une année où on parlerait à la télévision, sur les écrans, un peu partout, de la lutte contre le gaspillage. Et ce serait très mobilisateur pour l'ensemble des Français. Ce n'est pas, hélas, à l'ordre du jour, mais on va se battre, on va continuer de se battre pour que ça puisse l'être. Merci. Peut-être une autre question, si on a le temps, Xavier. Allons, ok, une question. Oui, bonjour Guillaume Garot. Bonjour, merci de votre présence. Est-ce que vous pensez que la présidence européenne en début d'année 2022 peut être un levier justement d'accélération? La réponse est oui. J'ai écrit une petite tribune là, qui sera dans Ouest France demain pour la journée nationale. Et justement, je plaide pour que la France soit à l'initiative, puisqu'on aura la présidence du Conseil européen à partir de janvier, soit vraiment à l'initiative d'une nouvelle étape contre le gaspillage au plan communautaire. Voilà. Et on a une légitimité à porter ces sujets, nous, la France. Donc, voilà, je souhaite que les Français montrent que le chemin peut s'éclairer davantage encore. Parfait, merci. Très rapidement, est-ce que je pourrais demander si on parle beaucoup de numérique aujourd'hui,
est-ce que le numérique n'est pas aussi un accélérateur de la lutte contre le gaspillage? Si, mais c'est d'ailleurs le numérique ne nous a pas attendu, hein. Et c'est très bien, il y a plein d'applications maintenant qui le permettent. Voilà, je trouve vraiment, faut pas se brider dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a vraiment place pour beaucoup d'initiatives et simplement, il faut les faciliter, les encourager. Vraiment, c'est ça le message qu'on a réussi à faire passer depuis toutes ces années. Battez-vous, on est à vos côtés. Après, il faut qu'il y ait des outils pour le permettre et pour l'accélérer. On vient de parler tous ensemble. Des outils, des idées, de la créativité, des coopérations, puis des temps de solennisation aussi, comme le moment qu'on avait partagé ensemble avec les traiteurs de France à l'Assemblée nationale en 2015, où dans ton bureau, en fait, les traiteurs avaient signé le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, ces moments de solennisation aussi sont très importants parce que tous les acteurs économiques ou publics, en fait, n'ont pas pour cœur d'attention dans leur activité quotidienne le gaspillage et les déchets. Ils ont bien d'autres sujets et impératifs à traiter. Et donc, c'est très important de marquer solennellement la qualité de leur engagement et la pérennisation de leur engagement. Je suis complètement d'accord. Malheureusement, je vais devoir filer. Je suis dans mon département et j'ai un rendez-vous avec des maires sur le terrain là, dans quelques minutes. Désolé de devoir vous laisser, mais tous mes encouragements, mon soutien et je vous redis ma disponibilité pour avancer avec vous, qui vient avec vous à vos côtés sur cette belle cause. Et c'est une cause territoriale et c'est donc Anne-Claudius Petit pour la région Sud, Guillaume Garot, qui va prendre le relais en fait de cette dynamique d'accélération et de territorialisation de cette politique publique qui s'est mise en place dès 2012 avec votre ministère. À bientôt et merci beaucoup Anne-Claudius Petit, élue de la région. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? On vous voit. Micro, génial. Donc Anne-Claudius Petit a plusieurs fonctions qui sont liées à la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est elle qui a été vice-présidente de la commission qui a mis en place ce plan régional de prévention et de gestion des déchets en 2019 pour notre région avec des objectifs très forts, qui a piloté ensuite, copiloté la structuration du plan d'action de lutte contre le gaspillage et les pertes alimentaires, qui aujourd'hui préside une commission au titre très long lié à la transition écologique et qui est aussi présidente de l'ARB, de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Et alors Anne, aujourd'hui, vous êtes précisément sur le terrain, en visite sur des démarches zéro déchet dans la région Sud. Micro. Alors, est-ce qu'on a perdu Anne qui est en déplacement? Alors, pendant que Anne revient, je vais me permettre, Noureddine, une réponse à la question du numérique, qui est très importante dans tes activités complémentaires de tes activités liées à l'entreprise familiale, auprès du député Patrice Montana et d'un grand projet qui est le projet du grand numérique. En fait, le début d'Ecosphère, c'était une plateforme numérique de connexion entre les déchets des uns et les filières de recyclage et de solidarité des autres. J'ai vu Anne revenir, je complète juste ma réponse. C'est qu'en fait, le numérique aujourd'hui, il nous sert sur la partie aval de la problématique, sur la réactivité pour revaloriser des surplus ou des biodéchets. Mais il ne nous sert pas, et il nous servira très très peu sur la partie amont, celle de la prévention et la réduction du gaspillage et des déchets, qui a à faire avec de la formation, avec de la transformation des process et de la culture des organisations et du diagnostic. Juste un petit point sur l'usage du numérique. Anne, est-ce que vous pouvez remettre votre micro? Parfait. Oui. Alors Anne, oui, vous êtes voilà. où en ce moment? Alors, oui, je suis en bus. J'ai enlevé en fait la vidéo parce que, en l'occurrence, je suis dans le cœur du Var. Alors, le cœur du Var, c'est une communauté de communes qui est vraiment au milieu du département du Var, d'où ma coupure de réseau. Là, j'ai que de la 3G, donc c'est pour ça que j'ai préféré enlever la vidéo, garder un maximum de flux. J'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien. Nous sommes en fait Ah, parfait. Donc, en fait, nous sommes aujourd'hui en visite avec des élus, essentiellement des élus, dans le cadre d'un projet européen, un projet LIFE intégré qui s'appelle Smart Waste, et dans lequel nous visitons en fait des territoires exemplaires, des territoires engagés. En l'occurrence, Cœur du Var est une communauté de communes qui compte environ 45 000 habitants, qui est 80% rurale,
avec des domaines viticoles, avec des campings, avec voilà. Et c'est un territoire engagé depuis 2010, territoire zéro gaspillage, zéro déchet, territoire d'économie circulaire depuis 2020. Voilà, très concrètement, je voulais partager avec vous deux témoignages parce que ça fait écho à des éléments qui ont été évoqués notamment par monsieur le député, monsieur Guéraud. Un petit souci de son, Anne. Un gros souci de son. D'abord le défi école qui existe depuis 2004 et qui a concerné environ 1000 élèves et dans lesquels des outils aux écoles. Est-ce que vous m'entendez un peu mieux? Oui, un peu mieux, Anne. Et pas beaucoup mieux, en fait. D'accord. Voilà, donc le défi école dans lequel la communauté de communes. Bon, écoutez, peut-être que je vous reprends un peu plus tard, une fois qu'on est stabilisé. Je ne sais pas à quelle heure vous clôturez. On va clôturer à 12h40. On va attendre, on prendra 10 minutes de plus par rapport à l'horaire. D'accord? Donc, voilà. okay. Je vous rattrape à la fin. On aura peut-être arrêté de bouger et ce sera plus stable, j'espère. Très bien. Désolé encore. Ok. Bon, ça va être l'occasion pour les internautes de prendre la parole s'ils le souhaitent ou de poser des questions aux intervenants. La question de la quantification qui a été évoquée plusieurs fois comme plancher et périmètre en fait pour aboutir à ces 50% de réduction du gaspillage alimentaire, elle est fondamentale, mais on voit bien qu'on n'y arrivera pas avant des mois et peut-être des années. Et que si on attend d'avoir une quantification complète, qui est un outil méthodologique important pour se baser sur cette quantification et se fixer l'objectif de réduction de 50%, on va mettre beaucoup de temps. On est dans une démarche d'accélération. Et en fait, la proposition, c'est la suivante. C'est que chacun, dans son activité économique, qui s'engage dans cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, sait peu ou prou quel est le volume de déchets qu'il produit, quel est le gaspillage alimentaire et le montant des pertes alimentaires liées à ses activités économiques. En fait, il faut que chacun des acteurs s'engage lui-même là où il est à réduire de 50%. Qu'on ait un objectif global, national et macro qui permettent de donner une direction, une orientation, des objectifs et éventuellement des moyens, c'est très important. Mais c'est toujours la technique du colibri, en fait. Là où on est, acteurs économiques, publics ou privés, consommateurs, distributeurs, transformateurs, producteurs, fixons-nous chacun et diffusons-le à travers nos réseaux comme le Régalim ou à travers nos professions. Proposons à chacun des acteurs de notre profession et notre réseau de réduire là où il est dans son activité économique le gaspillage et les pertes alimentaires de 50%, avec évidemment une définition commune du gaspillage alimentaire qui a été fixée il y a quelques années et qui consiste à comprendre que tout aliment produit à un moment de la chaîne de production et destiné à la consommation humaine qui est en fait jeté ou gaspillé constitue cette notion de gaspillage et de pertes alimentaires et de pertes alimentaires. Est-ce que Anne-Claudius Petit est revenu? Non. Alors, ceux qui sont présents auprès de nous hein, sur ce webinaire sont évidemment les bienvenus, s'ils le souhaitent, à lever la main ou à faire un signe à Adrien Cordelissen pour prendre la parole et poser une question en direct à nos intervenants. Si certains d'entre vous, intervenants, souhaitaient réagir à cette problématique de la quantification et de la manière de lui donner un coup d'accélérateur, ils sont les bienvenus parce qu'évidemment, c'est clé et c'est fondamental. Noureddine, est-ce que Monsieur Le Breton? On va vous ouvrir le micro. C'est moi qui peux le faire. Excellent. Parfait, on vous entend. Bonjour à tous et tous mes remerciements pour tout ce qu'on a entendu. L'intelligence collective est effectivement la meilleure façon de catalyser toutes les énergies. Et je suis en phase d'apprentissage encore pour l'instant, dans l'objectif d'associer aussi les gens qui ont faim. C'est ce qu'on a essayé. On a testé aujourd'hui, hier, avec des sans-abri, la récupération des surplus alimentaires. Par exemple, on a redistribué les surplus du Cirque du Soleil, du Grand Prix d'Amérique. C'est directement des sans-abri quand ils les redistribuent à d'autres sans-abri. Donc c'est cette démarche-là de gens qui savent ce que c'est que d'avoir faim qu'on voudrait associer
à la récupération des surplus alimentaires. Notre problème, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi un problème économique. On ne cherche pas à rémunérer des structures, on cherche à rémunérer des acteurs, et à ce moment-là, de rentrer dans un cercle vertueux qui sait également d'en faire une démarche d'initiation à l'emploi pour des gens qui sont sortis complètement de ces circuits-là. Donc, c'est des réflexions qui sont longues, qu'on a commencé depuis déjà très longtemps, mais qu'on poursuit avec vous. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure nous donne plein d'espoir avec cette vision collective d'arriver à des choses simples et partagées par tout le monde. Luc, c'est un projet dont on a parlé il n'y a pas très très longtemps. L'expérimentation de ce projet, elle est prévue sur combien de temps pour ensuite pouvoir la partager? L'expérimentation, on l'a fait sur les camps de migration, puisqu'on était dans un quartier exposé à la migration. On a utilisé les gens du quartier. Simplement, il y a beaucoup de clandestinité. On n'a pas le droit d'utiliser le droit au travail de gens qui sont clandestins. Donc, il y a quelque chose à faire pour sortir de cette complication dans laquelle on est engagé, faute de transparence et faute de rentabilité. Et en même temps, on voudrait créer des filières qui soient des filières agricoles et industrielles de recyclage, y compris avec les pays avec lesquels on est en contact, pour que, effectivement, on ait des cercles vertueux entre les pays d'immigration et les pays immigrateurs. Voilà le circuit de développement de la paupérisation qui serait pendant de la récupération de déchets, qui est complètement cohérent, mais qui est assez compliqué, que pour l'instant, on met en place par des discussions de plateforme. Et effectivement, on vous a approché parce qu'on aura besoin de compétences professionnelles pour développer ce genre de démarche. Voilà. Justement, c'est important de rappeler à ce niveau-là que les règles qui régissent le don de surplus alimentaire sont très différentes dans un cadre, par exemple, où c'est un établissement type traiteur qui donne des surplus à un autre établissement type association de redistribution à des publics défavorisés. Donc, il y a des règles qui sont très encadrantes et les règles qui régissent le don de surplus d'un particulier à un particulier. Tout à l'heure, on évoquait d'une personne en situation de précarité à une autre personne en situation de précarité, sont des règles qui sont tout à fait différentes et beaucoup moins avec des décharges de responsabilité dans un cas qui n'existe pas dans un autre cas. Et donc, est très encadré. C'est une première remarque par rapport à l'expérimentation qui est en train de se mettre en place. La deuxième remarque, c'est que autant on est sur des enjeux de solidarité qui sont évidents, des enjeux d'éthique qui sont évidents sur la réorientation des surplus des activités économiques vers la solidarité, autant on doit considérer dans une perspective, une prospective, que le don de surplus qui a cet enjeu de solidarité, en fait, n'est pas la finalité des acteurs économiques, bien entendu. Leur finalité aujourd'hui, c'est de réduire le gaspillage et les déchets. Ça aboutit dans certains secteurs d'activité qui sont plus mûrs que d'autres, notamment la grande distribution, à des baisses de volume de surplus alimentaire disponibles par unité d'approvisionnement potentiel dans la grande distribution. Et donc, ça doit nous conduire, c'est un projet qu'on mène avec la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône notamment, ça doit nous conduire à démultiplier les sources d'approvisionnement parce que les volumes disponibles par unité d'approvisionnement sont amenés à baisser et à se réduire. Donc, c'est des problématiques qui sont complémentaires et qui sont importantes de considérer pour faire évoluer les dispositifs d'approvisionnement des acteurs de la solidarité. Tout à fait d'accord. Le test qu'on a fait était d'ailleurs avec la Banque alimentaire. Il ne faut pas oublier la nécessité de la traçabilité du circuit alimentaire. Il ne s'agit pas de faire une opération caritative, il s'agit bien de traiter le problème du recyclage des surplus de façon très professionnelle et d'utiliser des gens qui sont dans le besoin pour effectivement leur faire une source d'appoint. Et en même temps, il y a une motivation de leur part. Vous avez entendu ce que c'est. Quelqu'un qui sait ce que c'est que le gâchis ne va pas gâcher. Donc, il y a un côté pédagogique et entraînant qui peut être fait avec des gens qui savent ce que c'est que de voir des poubelles et de se servir dans la poubelle. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et vous remercier pour votre intervention.
Merci Luc. Anne-Claude Petit n'est toujours pas parmi nous, donc s'il y a d'autres questions, interventions, elles sont les bienvenues. J'ai envie de partager quelque chose de particulier avec vous. Noureddine, tu souhaites compléter quelque chose par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure? Écoute, rien de plus que je pense qu'à un moment donné, c'est aussi une question, comme a dit monsieur le député, de manière claire, une question d'éducation. Et il faut commencer par le plus jeune âge, parce que quand on commence jeune, on intègre, je pense, des règles qui deviennent naturelles. Et donc le gaspillage alimentaire, il va y avoir cette partie de comment on le rentre dans la formation très tôt, le plus tôt possible, pour faire. Moi, je vois les chiffres que tu as partagés tout à l'heure, c'est choquant. Quand on voit les volumes, quand on voit les pertes financières et donc indirectement les possibles. Je finirai avec une dernière anecdote, c'est que, tu vois, quand ça m'est arrivé beaucoup de fois, hein, de travailler dans l'entreprise familiale, heu et en fin de journée, quand il restait des pizzas ou quand il restait des croque-monsieur ou des pâtisseries, ben, on allait en fait faire le tour du quartier avec mon frère ou mes potes et on allait les donner, en fait aux personnes, enfin aux nécessiteux, quoi. Et on avait une église pas loin, donc on savait qu'autour de l'église, il y avait toujours des personnes qui étaient, dans une difficulté sociale et cetera. Et en fait, indirectement, on faisait des maraudes. On allait et on distribuait ça et en fait, c'est une volonté. Est-ce qu'on a envie de le faire ou pas? Je me rends compte avec le temps, en ayant grandi, que, oui, pas tout le monde le fait, en réalité. Est-ce qu'il faut intéresser les commerces de bouche à le faire? Est-ce que je sais pas, je peux pas, dire comment il faut faire, mais en tout cas, sensibiliser peut-être, faire des frigos partagés, comme certains le font par exemple à Paris ou dans d'autres villes, peut-être, je sais pas, voilà, mais il faut peut-être proposer, être force de proposition pour tous ces commerces, pour qu'ils puissent revaloriser, donner une deuxième vie en dehors des applications, hein, parce que maintenant il y a des applications qu'on connaît qui vous permettent de mettre des tarifs, et puis de faire venir chercher des paniers. Mais en dehors de ça, comment on fait pour prendre conscience? Pour faire prendre conscience à ces commerçants en tout cas, qui peuvent partager au lieu de jeter. Les programmes à ce sujet, Noureddine, on coopère avec, par exemple, la communauté de communes Grand Orly Seine-Bièvre, en région francilienne, précisément pour sensibiliser les commerces de bouche et les amener petit à petit à adopter des process adaptés en fait, à leurs activités économiques pour réduire le volume de déchets produits. Alban Caillot. Oui, juste partager une petite note d'espoir, d'optimisme et de dynamisme aussi dans ces enjeux très importants. Tout à l'heure, j'évoquais l'impact, je dirais, qualitatif de se lancer dans des aventures autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous, très concrètement, ça nous a fait ouvrir un autre chantier autour de l'éducation, effectivement, alimentaire. Sous-entendu, nos chefs vont à la rencontre de jeunes qui peuvent être dans des quartiers, on va dire, prioritaires ou dans des maisons d'enfance à caractère social. Et l'objectif, en fait, c'est que le chef aille préparer une recette avec les enfants, une quinzaine d'enfants, 10-15 enfants, prépare ce repas, le partage avec eux et du coup, ils puissent leur faire passer un message aussi autour de toute la notion autour de l'éducation alimentaire, notamment le sujet du gaspillage, mais pas que, c'est surtout aussi le bien manger, le produit de saison, les circuits courts. Et puis, dernière brique derrière tout ça, c'est aussi d'attirer aussi dans nos professions de nouveaux talents, en fait. Donc, c'est vraiment, je pense, un cercle vertueux. Donc, il faut accélérer, ça c'est sûr. Une question nous vient d'Aurélie Blanchet, un autre levier d'accélération, l'éducation au gaspillage alimentaire dans les restaurants d'entreprise et aussi dans les restaurants universitaires. C'est des dynamiques d'accélération aussi, l'éducation, qui sont très importantes quand on est sur des démarches de diagnostic en restauration collective, privée ou publique. Il y a toujours ce point-là qui est très important, qui est c'est quoi les motifs de gaspillage alimentaire dans votre comportement alimentaire et qu'est-ce qu'on peut initier comme action pour modifier les comportements et les choix alimentaires afin de réduire le gaspillage. C'est une action qui est mise en œuvre notamment en ce moment de manière expérimentale par WWF et les Crous de France, les restaurants universitaires de France sur des lycées, sur des restaurants universitaires tels que ceux de l'Académie de Versailles
à côté de Paris. On attend les résultats pour dans un an de ces objectifs de transformation du comportement et des habitudes alimentaires sur le gaspillage. Alors, Anne-Claudius Petit n'est toujours pas revenue, on la voit toujours pas en fait. Hein. Xavier, je Oui. voudrais intervenir par rapport à ce volet-là. En effet, l'éducation et la sensibilisation est un levier important. Pour preuve également en restauration collective. La restauration collective s'est réellement emparée du sujet du gaspillage alimentaire en faisant certes les pesées pour réduire, etc., mais aller au-delà de ça par la sensibilisation justement, que ce soit des enfants en primaire ou collège et jusqu'au lycée. Et il y a de réels chiffres qui montrent que toutes ces actions portent leurs fruits. La restauration collective, c'est un levier énorme aujourd'hui de transformation sur le gaspillage alimentaire. C'est 3 milliards de repas par an, la restauration collective, hein, dans les restaurants administratifs, dans les restaurants d'entreprise, dans les cantines scolaires, dans les cantines des établissements de santé. Donc, c'est énorme. C'est aussi 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et si on considérait, puisqu'on en est au début des démarches de réduction du gaspillage alimentaire professionnel, que 25% de ces 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires pouvaient être économisés, ce serait autant potentiellement de ressources financières qui pourraient être orientées vers l'amélioration de la qualité de l'alimentation en restauration collective publique et privée. Donc vous imaginez 3 milliards d'euros de repas, 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 25% au bas mot de potentiel de réduction du gaspillage. Cette capacité qu'on aurait à améliorer la qualité de l'alimentation et aussi à développer nos filières agricoles, d'élevage et de pisciculture sur les territoires, puisque à côté de la loi Egalim qui oriente la restauration collective à partir de 2022 sur un approvisionnement de 50% de produits de qualité, dont 20% de bio, il y a aussi des démarches volontaristes des territoires et de la restauration collective pour améliorer cette qualité de l'alimentation. Mais il faut bien dégager des ressources financières pour y parvenir. Et la réduction du gaspillage alimentaire est une des principales ressources financières potentielles pour la restauration collective et pour le développement de la qualité des filières sur les territoires. On a vu Anne-Claudius Petit réapparaître en photo. Anne, est-ce que vous pouvez prendre la parole maintenant? Oui. Oui. Avec une image. Oui, ça y est. Alors, Anne, on est en fin de webinaire. C'est très important en fait que vous puissiez resituer l'action de la région sur le gaspillage alimentaire. Au-delà du réseau Egalim dont on a beaucoup parlé, dont la région est un des principaux financeurs avec l'ADEME et la DRAF, mais resituer le cadre de l'action et les objectifs d'accélération à travers ces cadres d'action de la région. Alors très rapidement, c'est vrai que moi je suis en début de deuxième mandat, donc dans le premier mandat j'ai participé à l'élaboration, à la concertation pour élaborer le plan régional de prévention et de gestion des déchets et en même temps l'élaboration d'une stratégie d'économie circulaire. Et dans l'économie circulaire, il y a bien sûr la lutte contre les gaspillages et notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'était très important pour nous cette mobilisation des acteurs au travers d'un projet européen et qui a permis ensuite d'aboutir à la création du réseau Regalim, parce que pour nous, c'était pas à la région de créer l'outil, c'était important, et je pense que vous en avez parlé tout à l'heure dans Regalim, c'était important de pouvoir se reposer sur une construction collective, une intelligence collective dans l'action des différents acteurs. Donc nous, la région, dans tout ce contexte, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre en relation les acteurs qui ont envie de s'engager. Là, on le voit aujourd'hui dans la visite que je suis en train de réaliser avec des élus, avec des techniciens dans le Var. C'est aussi de montrer des actions, de faire des retours d'expérience, de montrer ce qui a pu être mis en application et mis en œuvre, et ce qui a pu rater ou ce qui a pu réussir, et pouvoir le diffuser et le donner en exemple et le diffuser, le dupliquer ailleurs dans le territoire. Parce que souvent, la réponse qui peut être faite par des techniciens ou par des élus, c'est bah non, sur mon territoire, ça ne s'applique pas. Bah non, par exemple, c'est touristique, c'est trop compliqué, les touristes ne peuvent pas comprendre, ou c'est trop coûteux. Voilà, bah, nous, ici, par exemple, on est vraiment sur un territoire très touristique, au milieu du Var, dans cette commune de Cœur du Var. Bah, ce matin, on a visité un camping
Zéro Déchet, qui propose le tri pour l'ensemble des déchets, y compris du compostage. On a visité un marché Zéro Déchet, sachant qu'il y en a plusieurs, sur la communauté de communes. Et ces marchés Zéro Déchet, il y a bien entendu tous les déchets polystyrène, carton, etc. Mais il y a aussi, bien sûr, la récupération des invendus ou de ce qui a pu être abîmé en fin de marché en relation avec des acteurs locaux, des associations qui peuvent en avoir besoin, et parfois même, comme sur le marché de Guéréoult, comme me le disait le maire qui était là, présent tout à l'heure, parfois même le récupérer pour pouvoir produire des soupes, des confitures et autres. Donc que ça revienne dans la boucle. Et tout ça, on peut ensuite le donner en exemple, le valoriser ces démarches, parce qu'à l'échelle d'une communauté de communes, c'est pas toujours, ça n'a pas toujours l'ampleur de communication nécessaire. Nous, à la région, on a besoin de se reposer sur des territoires exemplaires. Bon, aussi parce que, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'est vrai que la région, elle part de loin, donc on veut vraiment positiver cette situation et en faire une opportunité. Il y a un enjeu à la fois social, économique et environnemental, et on est particulièrement conscient de ces enjeux avec le président Romino Muselier, et ces enjeux lui tiennent à cœur, comme vous le savez. Les oiseaux sont à côté de vous, c'est très joli. Alors, quand on dit zéro déchet, Anne, en fait, on est sur du zéro déchet non recyclable et non recyclé. On n'est pas sur du zéro déchet par acteur, ce qui est quasiment impossible compte tenu des aléas économiques et des activités économiques, mais on est sur des dynamiques de coopération territoriale pour faire en sorte que tous les déchets des uns se transforment en ressources pour d'autres, et qu'on arrive effectivement à ce zéro déchet non recyclable, non recyclé, c'est bien ça? Tout à fait. Je voudrais ajouter d'ailleurs que cette communauté de communes de Cœur du Var, qui est donc engagée sur l'économie circulaire, j'ai appris hier dans une autre réunion avec l'ADEME, nous travaillons au réseau des animateurs des démarches d'écologie industrielle et territoriale. J'ai appris que Cœur du Var, à la suite de ce qu'elle a déjà fait pour l'économie circulaire, souhaite s'engager vers ce type de démarche et proposer des démarches d'écologie industrielle et territoriale dans lesquelles, justement, les déchets non éventuellement recyclables pourraient, au lieu d'être recyclés, être réutilisés ou rentrer dans une boucle, que ce soit du carton, du papier ou autre, pour créer des ressources et des emplois, des filières sur le territoire de Cœur du Var. Donc, vous voyez que d'une démarche zéro gaspillage, zéro déchet, on arrive à l'écologie industrielle et territoriale, et donc à la création de richesses sur un territoire. Des questions pour les élus de la région en charge de ces problématiques, elles sont bien sûr les bienvenues. La région est particulièrement engagée à travers beaucoup de plans. Il y a aussi le plan climat 2 qui a été voté juste avant l'été, qui comporte ce volet réduction du gaspillage et des déchets. On l'a évoqué tout à l'heure, le gaspillage alimentaire, c'est le troisième responsable d'émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire. Et donc, c'est aussi extrêmement important pour une région relativement vulnérable comme la région sud, avec des montagnes et des territoires qui peuvent éventuellement déverser dans la mer les déchets qu'on produit au quotidien, et pas seulement les déchets alimentaires, mais aussi des contenants et les emballages de ces déchets. Donc aujourd'hui, il y a aussi un plan climat et il y a un plan zéro plastique qui est connecté à ces enjeux de réduction du gaspillage alimentaire. Tout à fait. D'ailleurs, je voulais rebondir sur ce que disait également Guillaume Garot tout à l'heure, c'est par rapport aux mesures, parce que j'ai pas eu le temps de développer sur le défi école qui est proposé dans les écoles de la communauté de communes Cœur du Var et qui nous a été expliqué ce matin. Dans le défi école, il y a non seulement des actions, mais il y a aussi des outils et des tables de mesure pour pouvoir mesurer et avec les enfants montrer le produit de leurs efforts et qu'est-ce que ça représente le gaspillage alimentaire. Donc on a vraiment l'ensemble du panel d'outils avec l'accompagnement qui était celui de l'ADEME ainsi que l'accompagnement de la région. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est intéressant quand on constate ce qui a été fait, le résultat de ce qui est fait aujourd'hui, la région va proposer ces outils au travers de contrats d'objectifs qu'on propose à tous les EPCI du territoire régional, avec notamment la préparation de plans locaux de prévention des déchets ménagers assimilés pour les territoires qui n'en ont pas.
et dans ces plans locaux, proposer des outils qui existent déjà et on sait qu'ils fonctionnent. Et la région sera là en soutien. Les EPCI agissent et la région peut les aider à investir dans les outils de mesure, proposer une méthodologie et investir dans les outils de mesure et dans tous les investissements nécessaires pour ce type de démarche. Merci Anne. On a une question de Alban Caillot, donc, qui est le responsable du réseau des traiteurs de France, dont je rappelle, Anne, que 4 sont établis sur la région sud, dont 3 sont partenaires directs d'Ecosphère, la Trousse Noire, Godefroy et à Olioul et Géry à Cannes. Alban? Oui, bonjour Madame Petit, merci pour votre intervention. J'avais une Bonjour. question, en fait, puisqu'on est sur un sujet plus élargi désormais avec le sujet déchets. À quand des sacs de tri aux couleurs identiques sur la France entière? Parce que vous parliez du frein sur les touristes, et je pense que c'en est un des plus gros, en fait, cette différence de collecte et donc de tri pour le touriste lambda, mais du coup, ça se répercute sur toute la chaîne après. Alors moi, pour la région, c'est vrai que c'est un des sujets qui avait été mis en exergue au moment de la concertation du plan régional. Pour le plan national, je ne peux pas vous répondre parce que moi, je ne suis pas députée en l'occurrence, mais il me semble qu'il y a il y avait des choses en la matière dans la loi AGEC, hein, sauf erreur de ma part. Je ne connais pas tout ce qui est prévu dans cette loi, mais effectivement, on est bien d'accord. Moi, j'habite à Marseille, ne serait-ce que d'un arrondissement à un autre. Pour le tri, vous êtes parfois en biflux, d'autres fois en triflux. Enfin, c'est quand même compliqué. Pour des raisons historiques, probablement de marché, j'en sais rien, mais c'est vrai que si Théo vous pourrez vous parler également de l'extension des consignes de tri. À certains endroits, vous pouvez trier vos pots de yaourt, à d'autres endroits, vous ne pouvez pas. C'est vrai que on a encore une grande marge de manœuvre. Et c'est vrai que pour des outils qui sont simples, une couleur de bac, une couleur de sac plastique, c'est relativement simple, mais il faudrait qu'on ait des outils communs et pour ça, il faut aussi pouvoir adopter des objectifs communs et ensuite on arrivera, je pense, à mieux faire passer les outils qui vont avec. Effectivement, parce que vous parliez du zéro déchet, je trouve ça extrêmement pertinent sur cette notion d'économie circulaire. En fait, un déchet peut devenir un gisement pour un autre, mais dès lors que le système est compliqué et que de surcroît, en n'ayant pas une uniformité, c'est un détail, mais qui me semble capital, en fait, dans la couleur des sacs, vous finissez par décourager les gens qui seraient encouragés à y aller, en fait. Et je pense qu'il y a une grosse quand même maturité maintenant de la population et qui est finalement peut-être freinée par ce manque de coordination. Alors, vous n'y êtes pour rien, hein, ce n'est pas du tout un procès, c'est juste une observation de citoyen. Complètement. Et on le voyait sur le marché tout à l'heure au Luc en Provence. Une des premières choses dans leur diagnostic, c'est que finalement, chaque forain avait un bac poubelle marron à côté. Finalement, une des premières actions qu'ils ont mises en œuvre, c'était de regrouper tous les bacs avec un tri possible par type de déchets, plutôt que d'avoir des bacs marrons qui collectent tous les déchets, tout mélangés partout dans le marché, avec en plus cette impression qu'il y a des poubelles partout et que du coup c'était un marché pas très agréable, pas très propre. Et finalement, avec un peu d'organisation, un peu de clarté et de propreté, on finit par rendre le tri évident. Alors bon, le maire me disait pour autant qu'il repasse souvent derrière et que tout n'est pas acquis, mais avec des outils et des messages simples, on parvient aux résultats auxquels on attend et effectivement de la clarté de l'organisation. Dès lors que c'est plus simple, en fait, là, parce qu'on parlait des ménages, mais effectivement sur un marché, on a affaire à des forains, à des professionnels. Dès lors qu'on facilite et qu'on se met tous pour mettre un maximum d'huile dans les rouages, ça devient évident. Et là, le poissonnier nous disait, voilà, j'ai mon bac pour collecter les déchets polystyrène. En fin de marché, il a 2 bacs dans lesquels il met toute sa glace et la glace est récupérée par la communauté de communes. Voilà, rien n'est perdu. Voilà, parce que après, ça devient une habitude. Tout à fait. Merci à vous.
Merci. On va conclure ce webinaire avant d'aller déjeuner Oui. sans gaspiller, déjeuner grâce à un traiteur de France ou en vous assurant que les fruits et légumes sont bien passés par les COP de France Méditerranée ou en allant chercher un dessert ou du bon pain à la boulangerie-pâtisserie du Cama à Marseille dans le 5e, avant d'aller déjeuner sans gaspiller. Petite conclusion, on serait tous amenés à faire une conclusion ensemble en fait à ce webinaire sur l'accélération de la réduction du gaspillage alimentaire, mais notons que l'accélération de la réduction du gaspillage alimentaire, c'est préserver nos ressources naturelles. C'est évidemment limiter le dérèglement climatique. C'est favoriser la solidarité. C'est permettre de développer une alimentation de qualité sur les territoires. C'est aussi développer, comme on l'a vu à plusieurs reprises, des coopérations exemplaires sur les territoires. C'est tout ça qu'engagent ces enjeux de réduction du gaspillage alimentaire. C'est donc extrêmement important. On est aussi tous autour de cette table virtuelle des acteurs engagés. Ma conviction, c'est qu'il faut vraiment agir là où on est présent, chacun avec son métier, dans le respect aussi des contraintes économiques qui sont très importantes pour les acteurs. On l'a peu évoqué, mais c'est le sujet d'une rencontre qu'on a prévue avec la Direction générale de l'alimentation et les traiteurs de France dans peu de temps sur les contradictions éventuelles qui peuvent exister. Ça a été souligné par Noureddine aussi entre la lutte contre le gaspillage et la réglementation. Et les contrôles de réglementation également. Donc, il y a encore des zones grises, mais il y a surtout des zones de progrès et il faut absolument qu'on accélère tous cette démarche de réduction du gaspillage alimentaire dans les années qui viennent, que sur nos territoires, peut-être en région sud ou dans certains secteurs d'activité ou dans certains commerces de bouche ou certaines industries, on ait pu montrer qu'on avait une démarche de progrès qui avait abouti à réduire le gaspillage alimentaire de 50%, et puis on prendra les autres 50% pour les 5 années qui viennent jusqu'à 2030. Et Ecosphère, mon équipe, on est très heureux d'avoir pu monter ce webinaire avec chacun des intervenants et en particulier avec tous, en fait, avec le réseau Egalim. J'allais le placer en premier parce que c'est le réseau des acteurs de la région, avec Anne Claudius Petit, avec Noureddine Azouk. C'est une rencontre exceptionnelle. On s'est rencontrés dans le train entre Paris et Marseille il y a 1 an et demi avec Noureddine. Et puis, on a construit une relation d'échange et de partage sur beaucoup de sujets, dont le numérique, dont des actions très locales. Avec Alban Caillot, que je connais bien depuis maintenant 2015, il est vraiment à l'origine de cette construction d'une démarche de RSE appliquée à la réduction du gaspillage et des déchets pour ce réseau des traiteurs de France. Avec Stéphanie Ponce, on travaille depuis 3 ans ensemble sur ce réseau Egalim, très engagé. Beaucoup de travail en plus pour Stéphanie, en plus de ce travail pour les COP de France Méditerranée. Et Anne Claudius Petit, qui est particulièrement investie techniquement et comme citoyenne dans ce rôle d'élu politique au niveau de la région, et Guillaume Garot, qui a été cet initiateur de cette politique publique en France, qui reste très impliqué. Il est toujours président du Conseil national de l'alimentation, et si on peut l'aider les uns et les autres par nos réseaux à faire, on l'a évoqué tout à l'heure, du gaspillage alimentaire, de la lutte contre le gaspillage, une grande cause nationale pour la future mandature, une grande cause nationale, c'est proposé par une proposition de loi, et ensuite c'est avalisé par le Premier ministre. Il faut que notre Premier ministre, le futur gouvernement, puisse accéder à cette demande de nous tous, pas seulement des députés, mais aussi de tous ces réseaux et de tous ces acteurs qui sont présents à cette table et de tous ceux qui nous rejoindront dans la région sud et ailleurs. Merci beaucoup à tous pour votre mobilisation, votre engagement, et continuons ensemble. À bientôt. Et bon déjeuner sans gaspiller à nous. Merci à tous. Merci Xavier, bonne fin de journée. Xavier. Merci à Ecosphère pour cet exercice d'intelligence collective. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.